Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive grand format qui explore ce soir le monde fascinant, intrigant des communautés fermées à travers le monde. Ces communautés qui ont choisi de vivre hors du temps, hors du monde pour mieux préserver leurs traditions, leur identité. Nous irons au Paraguay, chez les Ménonites. Ce sont des populations d'origine européenne qui refusent le monde tel qu'il est, qui vivent dans le passé, ambiance petite maison dans la prairie, garantie car ils refusent les nouvelles technologies. Tu connais Michael Jackson? Non. Les Rolling Stones? Les Beatles? Non, je les connais pas. Si nous avions des voitures, les jeunes pourraient partir très facilement en ville, gaspiller notre argent, regarder les femmes. En revanche, avec ces carrioles, ils restent dans la communauté. Ils doivent me trouver un peu pénible et mal élevé parce qu'en général, on mange en silence chez mes Ménonites. Nous serons également au Sainte-Marie-de-la-Mer avec les Gitans pour leur grand rassemblement annuel. C'est un rendez-vous à la fois festif, musical et plein de dévotion. C'est vous le patron ici, hein? Tout le monde est patron ici, il n'y a que la famille. On est chez nous ici. Pendant une semaine, on dira que la capitale du Gitan, c'est Sainte-Marie-de-la-Mer. Ah, mais je sens que je vais me faire inviter à déjeuner, moi. Ah ben oui, hein. Et alors, vous savez ce qu'on dit, c'est que les Gitans mangent du chat et du hérisson. Ah, le chat, non. Ah, le chat, c'est pas vrai. Et les hérissons? Les hérissons, oui. Vive les Gitanes! Et puis nous serons avec ces Indiens Yawalapiti qui luttent pour préserver leurs coutumes contre la déforestation, mais aussi la société de consommation qui compromet leur histoire, leurs racines. Les gens dans les grandes villes, ils peuvent tout acheter au supermarché. De la viande, du poisson, tout est à leur disposition. Mais nous, notre supermarché, c'est ici. La télévision? La télé, qui vient de la ville. Bon, on ne pourra pas dire dans cette émission, je n'ai pas payé de ma personne. Je vous jette ma chemise. J'ai senti quelque chose dans votre ventre, car mes mains ont la capacité de ressentir. Au cours de ce voyage dans les communautés fermées du monde, nous serons au cœur des familles pour partager leur quotidien. Quelles sont leurs motivations? Est-ce un pari impossible, perdu d'avance, que de vivre hors du monde, entre soi? C'est ce que nous allons découvrir ce soir à travers ce numéro grand format d'enquête exclusive, les communautés fermées à travers le monde. C'est un film de Géraud Burin-Desrosiers pour Ligne de Front et enquête exclusive grand format. Notre voyage au cœur des communautés fermées commence en Amérique latine. Direction le Paraguay, un pays de pionniers, de migrants, situé entre l'Argentine et le Brésil. Nous sommes dans la banlieue d'Asunción, la capitale du pays. Une métropole en plein essor démographique, de près de 3 millions d'habitants. Nous partons vers le nord-est du pays, direction Nueva Durango, à la rencontre d'une communauté surprenante qui cultive une tradition ancestrale. 8 heures de route, de pistes et de chemins tortueux avant d'arriver. Cette communauté de protestants refuse le progrès et la modernité à tout prix, comme au XIXe siècle. Les Ménonites vivent exclusivement entre eux, avec plus de 10 enfants par famille. Ils parlent encore un vieux dialecte allemand qu'ils sont les seuls à comprendre. Vous connaissez la petite maison dans la prairie? Eh bien, nous y sommes. Voilà, nous sommes à 400 km d'Asunción et nous sommes dans un territoire qui était autrefois celui des Indiens Guarani. Aujourd'hui, c'est une colonie ménonite. Je quitte le monde d'aujourd'hui pour le monde d'hier. Alors il faut savoir qu'à partir d'ici, eh bien, le téléphone portable, la télévision, la radio sont interdits, ainsi que la voiture. C'est pourquoi je vais poursuivre mon voyage à bord de la calèche d'Abraham qui va nous recevoir. Hello. Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Vous parlez espagnol un peu? Oui, un peu. Merci beaucoup. Allez, montez. Ok, très bien, allons-y.
Je vous invite à dîner et à dormir chez moi. Très bien. La famille d'Abraham a quitté le Mexique pour arriver ici il y a 30 ans. À la recherche de nouvelles terres, cette communauté a vécu sa conquête de l'Ouest. Voilà. En fait, ici, il y a une maison tous les 100 mètres. Parce que la colonie est divisée en parcelles. Et chaque parcelle appartient à une famille. Une famille au sens large, c'est-à-dire les cousins germains qui sont installés les uns avec les autres. Et chaque parcelle a son école et son cimetière. Voici ma maison. Venez, je vous montre votre chambre. C'est par là? Oui, par ici, venez. Là, vous avez un lit. Ok, merci beaucoup. Il fait froid la nuit? Eh, quelle question. Oui, parfois il fait un peu froid. Et vous avez de l'eau chaude pour la douche? Nous sommes en hiver et il n'y a pas d'eau chaude. Non. Voici Élisabeth, l'épouse d'Abraham. Comme toutes les femmes ménonites, elle est très difficile à approcher et ne parle pas espagnol. Hola. Bonjour. Buenas tardes. Bonsoir. Viens. Allez, viens. Nous avons de la visite. Ne vous inquiétez pas, Abraham. Elle dit qu'elle n'est pas assez bien habillée. Elle voudrait se mettre sur son 31 sans dimancher. Elle va vous rencontrer demain, parce que vous serez encore là demain, n'est-ce pas? Évidemment, on sera là demain. Alors elle vous verra demain. Ici, chaque famille vit des ressources de la terre au rythme du soleil. Les Ménonites utilisent très peu l'électricité. Ils freinent tant qu'ils peuvent l'apparition du progrès. Là-bas, j'ai les poules. Faites attention aux trous. Par ici, je fais entrer et sortir mes chevaux quand je les utilise pour les carrioles. Et votre terre? C'est tout ça? Il faut compter 1000 mètres jusqu'au fond, entre ces chevaux-là et les champs de maïs. Abraham est particulièrement fier de son exploitation. Ici, il y a 30 ans, c'était la forêt vierge. Ses ancêtres sont arrivés au Paraguay par bateau au début du siècle dernier. Ils ont fondé une vingtaine de colonies, se mariant exclusivement entre eux. Ce peuple de migrants a réussi un pari impossible, défricher la jungle, envahie par les bêtes sauvages, infestée de moustiques, pour créer des pâturages et élever du bétail. Chez les Ménonites, la terre est le bien le plus précieux, mais impossible de vendre son exploitation à un étranger, car c'est l'Église et sa coopérative agricole qui décident de tout. La terre ici se transmet de génération en génération. Abraham laissera donc sa ferme à ses 5 enfants. Pour les Ménonites, le dimanche est le jour où l'on se rend à l'église. Dès les premières lueurs, les fidèles font leur apparition. À pied et dans ces carrioles blanches réservées uniquement pour aller à l'office. Avec le pasteur. Ah, c'est lui qui décide. Oui, tout le monde nous attend déjà. Très bien. Alors nous, on va entrer. Je ne peux pas entrer avec vous.
Désolé, on va entrer. L'office du dimanche est un moment sacré pour les Ménonites. Pas question de laisser entrer nos caméras. Voilà, la messe du dimanche a commencé dans cette église de Nueva Durango avec une célébration qui va durer 2 heures. Il y aura à la fois des lectures de la Bible, mais aussi des chants austères, à l'image de cette religion qui n'a d'ailleurs pas de représentation du divin, pas de croix, pas de statue, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de cette église. Une fois le service terminé, personne ne traîne. Chacun retourne à la maison. Le dimanche est aussi le jour du repos consacré à la famille. Je retrouve Pedro. Il a organisé un déjeuner avec ses enfants et il a la gentillesse de m'inviter. Qui sont ces petites filles? Voici ma fille et mes 2 petites filles. À 58 ans, Pedro est à la tête d'une grande famille. Il a 12 enfants, dont 9 garçons. Ah, fantastique. Formidable. Quelle table! Du manioc et de la viande. Oui, de la viande de porc. Ah, muy bien. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour accrocher les chapeaux après le travail. Le rituel, c'est quelques secondes de prière avant d'attaquer les plats. Et puis ensuite, le père et la mère sont au bout de la table. Les hommes sont de ce côté et les femmes de l'autre. Voilà. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait lever le coude pour manger. Et ici, en fait, on apprend à baisser la tête. On mange comme ça. Comme quoi, tout est une question de convention. Ils doivent me trouver un peu pénible et mal élevé parce qu'en général, on mange en silence chez les Ménonites. Les enfants déjeunent après les adultes. Elisabeth, la femme de Pedro, nous entraîne dans sa chambre. Elle tient à nous montrer ce meuble très particulier qui tranche avec l'austérité locale. Elle y garde ses trésors, sa collection de poupées. Dans cette commode, elle range aussi la tenue traditionnelle des Ménonites. J'ai confectionné ces salopettes à la main pour mes garçons. Et pourquoi tout le monde porte les mêmes salopettes? C'est à cause de la religion. Nous sommes obligés de les porter. La salopette, au départ un simple vêtement de travail qui est devenu un signe d'appartenance à la communauté ménonite. Après le repas, toute la famille se retrouve dans le jardin pour un moment de détente. Pedro, avec ses 5 belles-filles, toutes ménonites, 4 enfants sont encore à marier, et il y a déjà 17 petits-enfants. Alors quand on est ménonite, on reste ménonite toute sa vie. Oui, on est ménonite pour toute la vie. Est-ce que l'on peut décider de quitter la communauté? Non, mes enfants vont rester ici, au moins jusqu'à leur mariage. Ensuite, ils pourront partir, s'ils le souhaitent. Enrique, pourquoi as-tu décidé de rester dans la communauté? Car j'aime bien vivre ici. Mais vous pourriez partir de la communauté? Oui, on peut partir, mais alors il faut quitter la colonie. Ah bon? Oui. Tu as combien d'enfants? 4. 4? Oui, 3 filles et un garçon. 3 filles et un garçon. Elle, c'est ma femme. Tu veux 12 enfants comme tes parents? On va voir. Je suis un peu fatigué, mais on va voir. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense? Je ne sais pas, mais je ne veux plus d'enfants. Vous ne voulez plus d'enfants? Mais c'est vous qui décidez ou c'est lui? Je ne sais pas. C'est la nature qui décide. Prenez l'exemple de mon père. Quand vous avez beaucoup d'enfants, vous perdez vos cheveux. Les enfants vous causent beaucoup de problèmes.
Et quel type de problème? Eh, si les enfants font des bêtises, le père doit les remettre sur le bon chemin. À l'aide d'une ceinture. À coup de ceinture? C'est comme ça l'éducation chez les Ménonites? Oui. Dans cette colonie, les parents éduquent leurs enfants loin des menaces de la ville. Et pour éviter tout contact avec le monde extérieur, les fermiers poussent le vice très loin, jusqu'à utiliser des tracteurs vraiment spéciaux. C'est un tracteur très moderne. Quand est-ce que vous l'avez acheté? Il y a 2 ans. Il y a seulement 2 ans? Et il avait déjà des roues en fer? Non, c'est moi qui les ai ajoutés. Et pourquoi? Parce que c'est une tradition chez les Ménonites. On n'utilise pas ce tracteur comme moyen de transport, mais juste pour travailler au champ. Il ne sort pas de l'exploitation. Et comme ça, c'est plus dur de s'évader vers la ville. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fabrique ces roues? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du métal. Et vous le fabriquez ici? Oui. Ces roues sont une vraie galère. Quand le sol est humide, elles patinent. Mais avec ces roues, vous mettez 1 heure pour rentrer chez vous. Oui, alors qu'avec des pneus en gomme, je mettrais 15 minutes. Le problème avec cette tradition, c'est qu'on n'économise pas d'essence. Pour ces agriculteurs, la tradition est lourde. Impossible d'y échapper, à moins de quitter définitivement la colonie. Abraham a fait sonner le réveil dès les premières lueurs du jour. Une longue journée nous attend. Nous irons dans une ferme voisine où se prépare un mariage. Ici, les tâches sont bien réparties et ne se discutent pas. Les enfants d'Abraham sont aux petits soins pour préparer la carriole du patriarche. On y va? Oui, allons-y. Ce matin, Abraham a fait harnacher son plus beau cheval. Un vrai bolide. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas de voiture, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de voiture ici. Ce moteur ne pollue pas l'environnement. Et l'accélérateur est ici. Je peux essayer? Oui, et pour la direction, c'est comme ça. Et pour quelle raison vous voulez garder la tradition des carrioles? C'est à cause de notre religion. Si nous avions des voitures, les jeunes pourraient partir très facilement en ville. Pour gaspiller notre argent, regarder les femmes. En revanche, avec ces carrioles, ils restent dans la communauté. C'est ça l'idée. C'est ici, non? Oui. À l'occasion du mariage de sa 3e fille, David a accepté de nous recevoir dans sa famille. Nous allons partager avec elle les préparatifs de ce grand jour dans la plus pure tradition ménonite. Bonjour. Les familles ménonites ont en moyenne 12 enfants. C'est aussi le cas de David. À 54 ans, il a bien travaillé. Ça va, David? Oui. Alors, c'est votre femme? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Elena. Bonjour, enchanté. Et vos filles? Vos enfants? C'est elle qui va se marier demain. Qui va se marier demain? Elle. Comment tu t'appelles? Elena, comme ta mère. Très bien. Quel âge as-tu? 21 ans. Et c'est elle, la Benjamine de la famille. Comment tu t'appelles? Sarah, tu es très mignonne. Tu es très élégant, hein? Et voici les amis d'Elena, la mariée. Elles ont été réquisitionnées pour préparer le banquet. David vient inspecter les gâteaux envoyés par les familles du voisinage
car ici tout le monde contribue à la fête. Ici, nous avons environ 14 gâteaux. Et ils sont pour qui? Pour les jeunes et pour la mariée. Il y a des gâteaux avec plein de parfums différents. Ce sont des gâteaux sucrés, recouverts de crème et de chocolat. Pour ce mariage, il y a plus de 150 personnes à nourrir. Tous les produits sont faits maison. Et voici la grande spécialité des Ménonites. Incontournable pour un mariage, ils en raffolent. Ça, c'est du fromage de viande. On va le tremper dans le ketchup, c'est pour le repas de demain. Mais l'un des objets les plus précieux de la maison, c'est cette machine à coudre. Celle-ci a servi à confectionner la robe de la mariée. Sa couleur est étonnante, marron foncé. Elena vient de faire le dernier essayage. Tu as confectionné toi-même cette robe? Oui, en une journée. Depuis qu'elle a 14 ans, je cherchais un modèle de robe pour elle. Alors quand j'ai fini par la trouver, j'étais très contente. Elena, sa fille, n'a pas eu son mot à dire. Chez les Ménonites, ce sont les parents qui décident. Dehors, les hommes s'activent. Pour le mariage de sa fille, David a vu les choses en grand. Il a sacrifié le veau le plus gras de son troupeau. Toute la famille est ici, non? Oui. Lui, c'est mon frère. Ah, votre frère, bonjour. Bonjour. Et comment fait-on pour couper la viande? Comme ça? Oui, cette pièce est très bonne pour la santé. Ah bon? Pour le sang? Oui, c'est bon pour tout le corps, notamment pour aller avec les femmes le soir. Ah bon? Cette partie est bonne pour satisfaire les femmes? Oui, je crois. Ah bon? Dans cette communauté ménonite, il y a environ 2000 personnes, n'est-ce pas? Ici, dans cette colonie, oui, nous sommes 2000. 2000 personnes. Et ici, vous vous mariez entre vous, entre ménonites seulement? Oui, mais si possible, pas entre personnes de la même famille. Ah bon, si possible? Pourquoi cela arrive? Oui, cela arrive entre cousins éloignés. Mais ce n'est pas très courant. Il paraît que ce n'est pas bon pour le sang, que cela entraîne des maladies, mais je ne sais pas. Une fois la viande coupée, ce sont à nouveau les femmes qui prennent le relais. Comment on partage les tâches dans les maisons ménonites entre les hommes et les femmes? Moi, je m'occupe de l'entretien de la maison. Et lui, il travaille dehors. Dans les champs? Oui. Et la cuisine? La cuisine, c'est moi. Moi et ma fille. Et les raisins secs, il faut les mettre? Je pense que oui. Ils sont où? Dans la maison, dans une boîte. Je pense qu'il nous faut juste 2 sachets. Chez les Ménonites, les mariages sont une affaire bien orchestrée. Du plus petit au plus grand, chacun sait ce qu'il doit faire. Les enfants reçoivent une éducation très stricte. Et cela commence très tôt. L'entrée dans l'école est réglée comme du papier à musique. Menée à la baguette. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre, en file indienne, du plus grand au plus petit. Le cours commence dans le plus grand silence, sous l'œil vigilant du maître d'école. Prenez vos places. Allez au champ, page 694.
Cette chorale est unique au monde. Entendre ces enfants chanter est une expérience inoubliable. Sortez vos cahiers. Aujourd'hui, leçon de mathématiques. Une rengaine apprise à nouveau par cœur, récitée sur le bout des doigts. Ce sont les élèves qui dictent au professeur ce qu'il doit écrire au tableau. Le maître d'école a en charge une vingtaine d'enfants, classe commune, de 6 à 14 ans. Et comme dans toutes les écoles du monde, difficile de résister à la tentation de copier sur son voisin. Alors, ce cahier est pour le cours d'allemand, c'est ça? Oui. C'est de la littérature? Pardon? C'est un dialecte allemand? On est au Paraguay et en fait, ils ne parlent pas du tout l'espagnol ou très très mal. Mais ici, c'est une communauté fermée, c'est une communauté qui est coupée du monde, et notamment de la société paraguayenne, avec leurs propres lois, avec leur propre culture. Alors, s'il y a une matière importante, c'est le calcul. Regardez. Voilà. Le calcul, eh bien, parce que ça sert toute une vie, beaucoup plus que la littérature qui peut pervertir les esprits. 1, 2, 3. Ok, muchas gracias. Ok, merci beaucoup. Adios, adios. Bienheureux les humbles. Cette parole d'évangile, les Ménonites l'ont prise au pied de la lettre. Ils n'aiment ni les fortes têtes, ni même les grosses têtes. Alors ici, on apprend à l'école à lire, compter, écrire, bien entendu, et cela jusqu'à 14 ans. Et après, c'est fini. Sortie d'école à 17h. Chez les Ménonites, trop de connaissances pourraient nuire à la survie de la communauté, car il s'agit avant tout d'aider aux travaux de la ferme. Ces enfants ne connaîtront jamais sans doute le monde moderne et leurs parents ne s'en plaignent pas. Tout écart ici constitue un péché. Pour ces enfants, l'avenir est tout tracé. Ils resteront agriculteurs. Vas-y, fais entrer les vaches. Agriculteur, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour le jeune Francisco, le dernier fils d'Abraham. 2 fois par jour, c'est la traite des vaches. Ce sont mes enfants qui s'en chargent. Ah ok, les enfants traient les vaches ici. Oui. Bonjour, ça va? Et l'autre? Oui, lui aussi, il a 14 ans. 14 ans. Et il va à l'école? Non, il a déjà fini. Chez nous, les garçons, ils vont jusqu'à 14 ans, de 6 à 14 ans. Et celui-ci aussi? Oui. Et c'est encore Francisco qui, matin et soir, se charge d'aller vendre le lait. Et il va à la coopérative? Oui, c'est ça, il y va. Ce travail est une routine pour toi? Tous les jours, c'est comme ça? Oui. Je dois aider mon père avec les corvées de la ferme. Plus tard, je voudrais faire comme lui et travailler dans les champs. C'est ce qui me ferait plaisir. Et comment tu fais pour draguer les filles dans la colonie? Il faut se balader à cheval ou en carriole un peu partout. On se balade les dimanches. Pour trouver la bonne fille, il faut varier les endroits. Et tu n'aimerais pas aller au cinéma, avoir la télé à la maison? Non, parce que si nous avions la télévision, on regarderait des choses qui ne sont pas bonnes. On voudrait faire comme les acteurs. On aurait envie de se bagarrer. À la coopérative, Francisco est reçu par l'un de ses camarades. À eux deux, ils vont gérer toute la transaction. Ce soir, nous ne verrons que des enfants travailler dans la colonie. Avec des moyens rustiques, les Ménonites sont pourtant les premiers producteurs de lait du Paraguay. Ce sont des travailleurs acharnés, très respectés du reste de la population.
J'ai 2. Attends, non, 3 pots remplis. 2 de 25 litres et 1 de 30 litres. Il est 19h, retour à la maison, et dans 2 heures, au lit. Demain, c'est la journée des mariages. Voilà, bienvenue au mariage de la fille de David. Alors, dans un mariage ménonite, il y a des rites à respecter. Là, on gare sa voiture, en l'occurrence des carrioles, des petites charrettes avec lesquelles les invités sont venus tout à l'heure. De ce côté-là, eh bien, il y a la famille du marié qui ne se mélange pas à la famille de la mariée qui est de l'autre côté. Il y a David, ses cousins, ses frères, ses oncles qui sont là-bas et qui sont en train de préparer le déjeuner. Et je crois que c'est essentiellement à base de viande. On n'est pas au Paraguay pour rien. Le mariage commence par un banquet. 3 services vont se succéder, des plus âgés aux plus jeunes. Une fois encore, les hommes sont séparés des femmes et ne communiquent pas. Le repas est un rituel bien orchestré, chronométré même. Il faut avaler son repas le plus vite possible. Parler est superflu. Le premier service, celui des adultes, vient de se terminer. Il a duré un quart d'heure à peine. On va maintenant débarrasser pour laisser la place aux jeunes. Et ce déjeuner était un déjeuner plutôt d'enterrement, dans un silence presque religieux. Les jeunes filles s'agitent, elles nettoient les assiettes. Et on va passer à table dans quelques minutes. Moi, j'ai été exclu du repas des grands et je déjeune avec les jeunes. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Du fromage de viande. C'est la spécialité locale. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça ressemble. Muy Très bon. Entonces, alors toi, tu es l'un des frères de la mariée. Oui. Et comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Très ému? Un peu. Et ce soir, vous allez danser? Non, chez nous, on danse pas. Les mariages sont à l'ancienne. Tu connais Michael Jackson? Non. Les Rolling Stones? Non plus. Les Beatles? Non, je les connais pas. C'est comme ça. Et pendant ce temps, dans la ferme voisine se déroulent 2 autres mariages. Il y a un très grand nombre d'invités. Avec une discipline impressionnante et dans le plus grand silence, les convives attendent de chanter. Et pas n'importe quel chant. Le chant sacré de la communauté qui doit sceller l'union des mariés. Nous sommes au mariage de la fille de Jacobo Fritzen. Il a 7 enfants et il marie sa 3e fille. Bonjour. Alors les chants vont commencer tout de suite? Oui, ça va commencer. Quelle est la signification de ces chants? Ce chant, c'est difficile à dire. C'est un chant très rare, qui ne s'utilise nulle part ailleurs que dans notre colonie. Mais que dit-il, ce chant? C'est un chant pour les mariés. On leur souhaite plein de bonnes choses. Du bonheur pour leur avenir. Ok, je vous laisse aller chanter alors. Pour ces mariages qui se succèdent dans la même maison, pas moins de 5 pasteurs se sont déplacés.
Des personnages très intrigants, facilement reconnaissables, vêtus de noir de la tête aux pieds et bottés de cuir. Ce sont eux qui régissent la communauté. Après les chants, les hommes passent à table sous le regard des femmes. Voilà, les mariés arrivent. Et ils vont présider. À peine assis, les mariés devront saluer le pasteur et respecter un temps de recueillement. Voilà, on leur a fait une assiette de pâtisserie tout à fait appétissante. Ils attaquent avec bonheur, mais toujours sans aucun sourire. Et voici un exemple de bonne manière chez les Ménonites. Pour refroidir son café, Et là, les maris ont terminé, donc ils vont partir. Ils vont retourner dans la chambre où ils sont consignés avec leurs amis. Voilà. Bonjour. Non, pas la caméra. Aujourd'hui, impossible de poser la moindre question aux mariés. Ils refusent de répondre. Je décide donc de questionner les pasteurs, les fameux hommes en noir, et l'un d'entre eux en particulier, l'évêque de la communauté, l'autorité suprême de la colonie. Un ménonite ne peut pas se marier avec un étranger. Non, parce que sinon il va corrompre la communauté. Ça a toujours été comme ça. Ah oui, casser le lien avec la communauté. Et si jamais quelqu'un se marie avec un étranger, il doit donc quitter la communauté. Oui, il doit partir. Il doit partir. Et les jeunes, sont-ils d'accord avec ça? Oui, ils sont d'accord. Depuis tout petit, ils vivent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est très difficile de ne pas se laisser envahir. Vous avez raison. Et puis, il y a déjà beaucoup de jeunes qui sont partis de la communauté, préférant le monde moderne. Et moi, donc, je suis un représentant de cet affreux monde moderne. Oui. Avec la caméra, la télévision. J'ai tort? Non, c'est votre affaire. Mais quand les gens de la colonie veulent entrer dans le monde moderne, oui, c'est mauvais. Mais vous, c'est votre vie. Chacun fait ce qu'il veut. Il me serait donc impossible de vivre ici avec vous. Non, c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Enchanté. De rien. Au revoir. Ces deux couples devront attendre encore une semaine avant de sceller leur union devant le pasteur à l'église. C'est seulement à ce moment-là qu'ils pourront partager le même lit. Longue vie aux mariés, car on ne divorce pas chez les Ménonites. Depuis le début de notre séjour, nous n'avons pas vu un seul cimetière. Où et comment sont enterrés les Ménonites? Pour percer ce mystère, Enrique, l'un des fils de Pedro, m'emmène près de l'église. Son oncle a été enterré ici il y a à peine 4 mois et il ne retrouve plus sa tombe. Mais personne ne lui apporte de fleurs? Non, chez nous, il n'y a pas de fleurs sur les tombes. C'est interdit. C'est interdit? Oui. Mais vous ne mettez pas de plaque avec le nom du défunt? Pas vraiment. Chez nous, l'important, c'est de bien faire la fosse pour le cercueil. Mais à la surface, on ne met rien de visible. Ces cimetières sont à l'image de ce que sont les Ménonites. Ils cultivent l'humilité toute leur vie. Et ce cimetière est tout à fait impressionnant. C'est un territoire en friche, tout près d'un champ de maïs, derrière l'église, derrière l'école. Mais personne, visiblement, ne vient sur ces tombes.
Alors nous quittons maintenant un monde silencieux, austère, pour un autre monde tout à fait différent, un monde beaucoup plus bruyant et souriant, celui des Gitans. Nous poursuivons notre voyage à la découverte des communautés fermées attachées à leurs traditions dans le sud de la France, en Camargue. Nous partons à la rencontre d'un peuple à part qui a réussi à préserver à travers les siècles son identité. Ce sont les Gitans. On les appelle les fils du vent. Et s'ils ont une terre de prédilection, c'est bien ici, en Camargue, un pays qui conserve son caractère rude et sauvage. Les Gitans se retrouvent ici une fois par an pour fêter leur sainte patronne, Sarah la Noire. Nous sommes tout près de Sainte-Marie-de-la-Mer. Ces hommes sont des gardians et demain, ils vont encadrer une procession annuelle extrêmement importante dans le monde gitan. La procession en l'honneur de Sainte Sarah. C'est une statue à laquelle les Gitans viennent rendre grâce et demander des vœux tout au long de l'année. Cette statue va quitter cette église et aller vers la mer, entourée par des Gitans et ses gardians qui sont avec moi. Chaque année au mois de mai, le temps d'un week-end, les Saintes Maries de la Mer résonnent au son des mélodies gitanes. Tziganes, Manouches et Roms se rassemblent. Ils viennent du monde entier, même du Rajasthan en Inde, pour participer à ce pèlerinage. À leur arrivée, la ville est prise d'assaut. Les caravanes débarquent par centaines. Parkings, ruelles, espaces verts. La moindre parcelle de terre est occupée. Il y a plus de 10 000 personnes à loger. Vas-y. Recule, vas-y, comme tu étais là. Ça fait rien, monsieur, je se mettra en pas, ça. Ici, le chef, c'est lui, Payou Baptiste, 51 ans. Une figure dans le monde gitan. Son père, Zézé, était jusqu'à sa mort considéré comme le roi des Gitans. Tranquille, on a le temps, hein. Cela fait 32 ans que Payou supervise l'installation de ce campement. On va faire la télévision, regarde, Jean. Là, regarde, là et là, c'est un avec un. Ce rassemblement est l'occasion pour toute la famille Baptiste de resserrer les liens après une année de séparation. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de faire de nouvelles rencontres, car dans la famille, on se marie essentiellement entre gitans. Les étrangers comme moi sont appelés Gadjo, mais Payou n'est pas farouche. Cette année, il m'a invité chez lui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Il est où le patron? Ah, le patron. Ça va? Vous allez bien? Ça va? C'est vous le patron ici, hein? Tout le monde est patron ici, il n'y a que la famille. Non, Tout le monde est patron. Il n'y a que la famille, là? Il n'y a que la famille, il y en a. Ah bon? Il n'y a que la famille. Il y a encore c'est ma soeur. Ah, ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, mes cousins, mes nièces, et ma petite fille. La petite fille? C'est ma petite fille, ça, catalane. Ça va? Ça va, toi? C'était pour moi le grand talent. Ah, mes neveux, mes cousins, mes amis. C'était bon le miel. Il y a combien de personnes ici? De ma famille et moi, il y a à peu près 150 personnes. Ouais. Tous de la famille. Tous de la famille, que de la famille. Ouais. Baptiste. Baptiste. Tous des Baptistes. Famille, ouais. Bonjour. Ouais. Voilà. Et il y a combien de caravanes en tout là sur cette portion? À peu près, combien il y a à peu près de caravanes ici? Une cinquantaine. Dès qu'on trouve un petit coin, tu vois, on s'installe, on se met, voilà. Ouais. Voilà, tu vois, c'est un peu serré. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention par rapport à la sécurité, tu vois. Ouais. Il y a des filles qui traînent, tout ça et tout. Vous avez le droit de vous installer là ou pas? Oui, bien sûr qu'on a le droit. Vous avez eu l'autorisation de la mairie ou vous êtes arrivé ou vous êtes installé là Ça fait des décennies qu'on vient ici, on est chez nous ici.
Alors, disons que pendant une semaine, on dira que la capitale du Gitan, c'est Sainte-Marie-de-la-Mer. D'accord. Voilà. Le reste de l'année, Payou ne vit pas au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais à 40 km de là, en ville. Difficile pour un gitan de s'arrêter de voyager. Mais Payou n'a pas eu le choix. Ses enfants voulaient aller au lycée. On avait un métier, on n'avait pas besoin d'aller à l'école. Ouais. On était vanniers, on faisait l'étamage, on tondait les chiens, on vendait des chevaux. Il n'y avait pas besoin de faire des études pour faire tout ça. Mais ce sont des métiers qui ont disparu. Et malheureusement, pour être technicien de surface, maintenant, il faut avoir un baccalauréat. Et donc c'est le seul moment de l'année finalement où vous avez l'impression de redevenir vraiment gitan, d'appartenir à une seule et même communauté en partageant les traditions, les valeurs, le mode de vie. Tout à fait. Comme autrefois. Comme autrefois. Comme le veut la tradition, Payou et les siens ont disposé leur caravane en cercle. Mais un tel rassemblement de population de gitans, ça s'organise? Bien sûr que ça s'organise. On dira que c'est un bordel organisé. Le campement est un formidable terrain de jeu pour les enfants, avec un air de vacances où tout est permis, ou presque. Dis-le toi, vive et c'est te marie. Oh, dis pas putain. Non, pas ça. Et vive les gitans. À l'intérieur, la vie s'organise, malgré l'espace très réduit. Voici la dernière famille arrivée ce matin. Bouba est un cousin de Payou. On est un peu tous mélangés là-dedans. Et là, c'est ma femme. Avec mon petit, mon autre petit. Et l'autre est derrière, ouais. Qui est juste là. Viens, mon bébé. Avec sa guitare. Avec sa guitare qui fait le gitan. Hein, mon bébé? Tu joues la guitare? On s'organise. Eh ben, nous, on dort là. Après, derrière le lit des petits. Vous avez les lits superposés, le lit du grand en haut, le lit du petit en bas. Ici, on a un coin douche-toilette, ce côté. Et après, tout simplement, on fait notre douche dehors, à l'extérieur. Quand il ne fait pas trop froid, on se lave à l'extérieur. Payou a installé une douche de fortune. Mais il faut s'armer de patience et prendre son ticket. Vous va, tu as fini? Allez, elle sort là. Ça y est, on va y aller. Il n'y a pas d'eau chaude, mais peu importe. Le soleil est de la partie. L'hospitalité fait partie de la culture gitane. Et toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Il y a un petit concours de paella, on va voir qui la fera meilleure. Voilà. Ah, mais je sens que je vais me faire inviter à déjeuner, moi. Ah, ben oui, hein. Vous avez prévu pour moi? Oui, il n'y a pas de souci. Si vous le goûtez, c'est chaud. Ça, c'est la paella de Montpellier, la paella d'Alès. Ah bon? La paella de Catalan. Mais c'est Top Chef ici. C'est quoi? Alors, c'est quoi la recette, alors? Ne me dévoilez pas tous vos secrets, hein, mais... Alors, sèche, moule, gambas. Après, on peut la faire au sel du lapin. Alors, vous savez ce qu'on dit, c'est que les gitans mangent du chat et du hérisson. Ah, le chat, non. Ah, le chat, c'est pas vrai. Et le hérisson? Les hérissons, oui. Ah oui? Vous en mettez de temps en temps? Non, on n'a pas la paella. Du poulet. Ça ressemble à quoi, la viande de hérisson? C'est très fin, ça marche. Ah oui? Très fin. Ouais. On le couper avec une pomme. Avec le pomper. Après, il vient comme une grosse boule, il le racle. Et après, ça lève la peau comme le lapin. Ah oui, d'accord. Oui. On lui met de l'air dedans. Ouais. Bon, bah écoutez, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Bon, je suis invité? Oui, Ça va venir? sans problème. Cette cloche annonce le cours de catéchisme. Il a lieu tous les jours pendant le pèlerinage et s'adresse à tous les enfants du campement. On l'entend la cloche. Alors, c'est Timothée qui nous parle. C'est quoi la leçon aujourd'hui? On dessine des croix. Des croix, des soleils, des cœurs. La croix de Sainte-Marie-de-la-Mer. Vous vivez entre vous, les enfants sont entre eux, et vous leur donnez cette dimension, cette identité gitane. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que pour moi, un peuple qui n'a plus de culture, il n'existe plus. On a tellement été rejetés par tous les gens, on s'est toujours accroché à une seule personne qui était là pour nous. Et c'est Dieu. Voilà. Et vous êtes un peu une exception en Europe, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de communautés qui gardent vivante cette foi. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de communautés qui l'ont perdu. Beaucoup de communautés qui l'ont perdu.
Qui sait si ces enfants continueront de sillonner la France de pèlerinage en pèlerinage avec la même ferveur que leurs parents. Direction la place de l'église. Partout en ville, il y a des orchestres. Celui-ci arrive de Roumanie. Il y a aussi la légende vivante des Gitans, Manitas de Plata, le célèbre guitariste. Payou est un séducteur et à ce jeu-là, il n'est pas avare. Je vais pouvoir en profiter. Ouais, moi, je suis pas cousin, mais on peut m'embrasser. Hein. C'est Bernard, voilà. Allez, cousin Bernard. Cousin Bernard. Cousin Bernard. Dur de s'arracher des bras d'une gitane. On va aller à l'église, il faut que je te montre Sainte-Sarah. Ouais. Et puis j'ai un truc à te dire à propos de Sainte-Sarah, ce qui nous est arrivé dans ma famille. Nous rentrons dans cette église dédiée aux Sainte Marie. Payou va m'entraîner dans la crypte où repose la statue de Sainte Sarah, la patronne des Gitans. Son histoire remonte à l'époque de Jésus. Alors Sainte Sarah, elle était venue de Judée, hein, c'est ça? Elle est venue en barque de Judée. Traversée Méditerranée. Oui. Après la mort du Christ, les deux saintes, Marie Jacobée et Marie Salomé, avaient été jetées à la mer. Leur barque, sans voile ni rame, était promise au naufrage. Sarah, leur fidèle servante, les aurait sauvés et conduits jusqu'en Camargue. Et Sarah, c'est une Égyptienne, dont on le savait lire dans les étoiles. Et la légende dit que c'est Sarah qui les aurait conduits jusqu'à la mer, parce qu'elle savait lire justement dans les astres. Ça, c'est la statue de Sainte Sarah. Ça, c'est la patronne des Gitans. Qui est le... La sainte patronne des Gitans. Et qui fait l'objet d'un... C'est la vraie patronne des Gitans. Et qui fait l'objet d'un culte depuis des siècles. Des siècles et des siècles. Elle reçoit tout le bien. Même qu'on a des maladies, n'importe quoi, elle nous guérit. Et c'est elle qui va être hissée demain? Bien sûr. On va l'amener jusqu'à la mer. Puis on la ramènera ici. Et tout le peuple gitan sera derrière elle. Pendant ce pèlerinage, les Gitans de toute l'Europe viennent se recueillir devant cette statue. Ils l'habillent de robes, de manteaux, bijoux et crucifix. Et tous ces cierges expriment la reconnaissance d'un peuple. Pour les Gitans, Sarah accomplit des miracles. C'est au pied de Sainte Sarah que Payou a choisi le moment pour me raconter l'histoire qui le ronge depuis plus de 30 ans. Lors de la grande procession, c'est sa famille qui a le privilège de porter la statue. Et donc c'est vous qui avez hérité de ce privilège? C'est mon frère qui a été ce privilège, parce que moi j'ai été banni de la procession parce qu'un jour je devais faire une aubade à un ami à mon père et les comités des charges sont réunis. Ils m'ont dit que je n'étais pas digne de représenter la procession. Ils m'ont renvoyé en disant que la ponctualité c'était le privilège des rois. C'était quand ça, vous aviez quel âge? Ça fait plus de 30 ans. Ça fait 30 ans que vous êtes banni alors de ce privilège? Tout à fait. Mais vous accompagnez tout de même la procession demain? Derrière. En arrière. Derrière. Ah oui, derrière. Vous n'êtes pas porteur? Absolument pas. Absolument pas. Ça m'a fait souffrir, mais ça fait comprendre aussi que quand on parle du gémant-foutisme de la communauté gitane, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un honneur et il faut être fier d'être gitan. Demain, dans cette église, les Gitans seront des centaines à célébrer leur sainte patronne, Sarah la Noire. Mais à la veille du grand rassemblement, il faut laver son âme et libérer son cœur. Payou m'a réservé une surprise. Esmeralda est diseuse de bonne aventure. Donne un peu ta main gauche, n'aie pas peur la gitane. La gitane, elle sait, la gitane, elle dit la vérité. La gitane, elle peut te guérir. La gitane, elle peut maudire. Donne un peu ta main gauche. Toi, tu ne dois pas prendre de train avant la fin de cette semaine.
Ou alors changer l'heure ou le jour, parce que la coïncidence C'est amusant ce détail parce que je viens de changer un billet retour et au lieu de prendre le train, je prends l'avion. Oh, c'est très bien. J'ai pris cette décision ce matin. La coïncidence veut que ces deux trains qui se suivent, qui vont se tamponner. Toi, tu dois agir, tu dois plus subir, c'est-à-dire réapprendre à dire non, parce que tu es très gentil. Oui, bon, non, ça va. Non, maintenant c'est non. Tu vis jusqu'à 93 ans, tu meurs dans ton lit, juste tu souffriras un peu de rhumatisme. Zut, alors. La santé, plus jamais dans mon lit, malade. j'en avais aucune envie. Santa Maria, Santa El Dio, Santa Sara. La chance, la santé pour toi et ta famille, et toute ta famille. C'est le grand jour. Tous les enfants sont associés à la fête. Dans quelques instants, ce sont eux qui vont ouvrir le cortège. Un moment difficile pour Payou qui doit rester à l'écart. Le prix à payer pour le retard qu'il a eu il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est donc son frère Jean-François et son fils aîné, Loni, qui vont porter la statue. Ils prennent le chemin de l'église. Alors Jean-François, donc vous allez endosser cette aube avant de porter la statue. Oui, voilà. Là, on va arriver devant l'église, je vais la mettre pour rentrer ma famille dans l'église et mettre l'aube avec mon fils pour sortir la sainte de la crypte. Voilà, là, c'est le... Jean-François est tellement ému qu'il ne peut plus parler. Lui et son fils vont avoir une grande responsabilité, porter la statue de Sarah, l'objet de dévotion de tout un peuple. À l'intérieur de l'église, une messe va être célébrée. Avec une précaution extrême, il déplace la statue qui va rester devant l'autel pendant toute la célébration. Écarté. Attendez, madame, un peu. Elle est pour tout le monde. Ils sont des dizaines à vouloir embrasser la sainte. Les porteurs se dirigent maintenant vers la chapelle située tout en haut de l'église. Exceptionnellement, nous pouvons les accompagner. C'est la chapelle où on conserve les ossements de Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Vous allez voir, c'est notre lieu le plus saint de l'église de Sainte-Marie de la Mer. Père et fils se recueillent en silence. Ils s'apprêtent à vivre l'un des moments les plus forts de ce pèlerinage, la descente des chasses. Ces coffres en bois contiennent les ossements des saintes. Chants de voyage, ciganes, gitanes, Rome, Guériche, Cindy, Mots, Amène de voyage, Bellement des silences, comme notre pauvre de la mer, nous recevrons en Seigneur ce don de la parole de Dieu. Le peuple gitan entre en communion et retient son souffle.
Loni, le neveu de Payou, a voulu à tout prix que son tout jeune fils assiste à la cérémonie. Il est destiné à prendre un jour la relève et devenir à son tour porteur de la statue. À l'extérieur, dans la bousculade, nous retrouvons Payou une dernière fois, avant qu'il ne disparaisse au milieu de la foule. Pendant quelques instants, les porteurs m'invitent à les rejoindre. De l'église à la mer, ils sont près de 30 000 fidèles. Les gardiens camarguais sont chargés d'escorter la statue jusqu'à la mer. Et les gardiens escortant une procession gitane, c'est une tradition? On est là pour honorer Sainte Sarah. Ça doit faire la 20e année. Oui, la 20e année, il a quel âge? Il a 31 ans, c'est sa dernière. Ah bon? Les gitans s'aspergent de cette eau purificatrice. C'est tout un peuple qui vient ici se ressourcer. Salut, salut, ô Sainte Sarah. Salut, salut, ô Sainte Sarah. Loni, le neveu de Payou, a accompli sa mission. Une fois encore, la tradition gitane a été respectée. Voilà, nous quittons la Camargue pour aller cette fois au Brésil, chez les Yawalapiti, qui sont des Indiens d'Amazonie. Ils ont choisi à la fois de rentrer dans le monde moderne et de conserver leur tradition, leur folklore, leurs fêtes ancestrales, tout à fait spectaculaires, vous allez le voir. Retour en Amérique latine pour la suite de notre voyage. Nous nous rendons à Brasilia, la capitale du Brésil, et ensuite à Canarana, en plein cœur de l'Amazonie. Nous sommes dans le Mato Grosso. Nous partons à la rencontre d'une communauté très fermée qui a accepté exceptionnellement de nous recevoir. Au cœur de la forêt amazonienne se trouvent les Yawalapiti, une tribu qui se bat pour protéger son territoire et préserver elle aussi ses traditions. Ces Indiens habitent dans une réserve grande comme la Belgique, mais leurs terres sont aujourd'hui menacées par la construction de barrages et depuis longtemps par la déforestation. Mato Grosso en portugais, c'est la grande forêt. Voilà, nous sommes arrivés au Posto Leonardo dans le Uxingu. C'est une région du Brésil où il y a 16 tribus indiennes, parmi lesquelles les Yawalapiti, et leur chef va nous accueillir dans quelques instants. Nous avons encore 20 minutes de piste à parcourir. Ah, buen dia. Bonjour. Bernardo. Okay. Il y a 3 ans, j'étais déjà venu dans cette réserve indienne, farouchement isolée du monde moderne. Voilà, on a quitté Paris il y a plus de 48 heures et nous arrivons au village Yawalapiti au bout de cette piste. Pour se faire accepter dans cette communauté fermée, la première chose à faire, c'est rencontrer le chef. Aritana est au centre du village, devant cette hutte réservée exclusivement aux hommes. À l'intérieur, ces guerriers se préparent pour la grande fête du Kwarup, la cérémonie des morts. Chez les Yawalapiti, Aritana fait figure de chef d'État. C'est un privilège de pouvoir le rencontrer à nouveau. Va-t-il me reconnaître ?
Vous vous souvenez de moi? Il y a 3 ans, j'ai séjourné chez vous. Oui, je me rappelle. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Alors, comment vont les Yawalapiti? Les Yawalapiti se portent très bien. Ils sont toujours très forts. Aritana a réussi un pari impossible. Il y a 50 ans, sa tribu était presque décimée. En mariant les jeunes femmes de son village avec les hommes d'autres tribus, il a repeuplé sa communauté. Quand vous aviez 15 ans, combien de Yawalapiti habitaient ici? Très peu. Quand je suis né, on était 12 Yawalapiti. Tous les Yawalapiti étaient dispersés et ce village n'existait pas. Et aujourd'hui, on compte combien de Yawalapiti dans ce village? À présent, nous sommes 230. 230? Oui, 230 Yawalapiti, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveau-nés, beaucoup d'enfants. Et les jeunes, veulent-ils rester au village? Certains jeunes qui sont partis en ville ne veulent plus revenir, ni participer à nos célébrations. Ils pensent que c'est plus intéressant d'habiter en ville. Ça nous inquiète beaucoup. Le nouveau défi d'Aritana, c'est de convaincre les jeunes de ne pas partir et de conserver les traditions vivantes. Pour la fête du Kwarup, le village accueille les autres tribus de la région. Il faut impressionner les invités. C'est la dernière réunion entre les jeunes gens qui vont participer au Kwarup. Ils se peignent la peau avec des motifs et des huiles de poisson mélangées à des graines, mais aussi à des fruits qui donnent cette couleur soit noire, soit rouge. Aritana nous emmène récupérer les bagages arrivés par bateau. Je vous amène au fleuve, non? Allez, montez! Ok, allons-y. Le chef veille à sa camionnette comme à la prunelle de ses yeux, car c'est la seule et unique du village. La communauté l'utilise pour transporter toutes sortes de marchandises. Voilà. Nos bagages ont été acheminés par ces petits bateaux à moteur, car ils étaient trop lourds pour l'avion. Le fleuve Xingu est en quelque sorte l'autoroute des Yawalapiti, leur seul lien avec le monde extérieur. Mais le Xingu est menacé. En amont du fleuve se trouve le chantier d'un barrage hydroélectrique géant, celui de Belo Monte. Sa construction entraînera dans les années à venir l'inondation de 500 km² de forêt, ce que les Yawalapiti considèrent comme une menace. Nous avons beaucoup manifesté contre la construction du barrage. Personne ne connaît les vraies conséquences de ce projet. C'est un problème très grave. Et pourquoi le gouvernement brésilien n'entend pas les revendications des Indiens? Je me pose la même question. Les Brésiliens, en général, ne comprennent pas. Eux, dans les grandes villes, ils peuvent tout acheter au supermarché. De la viande, du poisson, tout est à leur disposition. Mais nous, notre supermarché, c'est ici. Ce bras du fleuve Xingu est le garde-manger des Yawalapiti. C'est ici qu'ils viennent pêcher de beaux poissons, leur nourriture principale. Ils pêchent? Et toi, tu pêches aussi? Oui, moi aussi. Tu peux me montrer? Des centaines de ces poissons argentés sont pris au piège dans les mailles de ces filets. Ce cours d'eau, c'est aussi le terrain de jeu préféré des enfants. Ici, on se baigne, on rit, on profite du soleil. Un petit paradis sur Terre où on prend le temps de vivre. Avant de rentrer au village, les pêcheurs rincent leurs prises dans le fleuve. Allez, posez-les ici. Voilà, comme ça, merci.
C'est quel type de poisson, ça? C'est un pintado. Pintal. Les Yawalapiti sont très organisés. Leur tribu est installée à proximité du fleuve. Mais ce n'est pas tout. Les huttes, disposées en cercle, constituent une véritable muraille. Les enfants peuvent se promener à l'intérieur du village en toute tranquillité, loin des dangers de la forêt comme les bêtes sauvages, les jaguars, les serpents. La répartition des rôles est bien définie. Les hommes accomplissent toutes les tâches physiques. Ils vont à la chasse et participent à l'éducation des enfants. Les femmes, elles, s'occupent de tâches ménagères et sont au fourneau. Haritana m'a trouvé une famille d'accueil. Je vais loger dans la hutte de son frère, Pirakuma. Voici son épouse, Yamuni, la chamane, la guérisseuse du village. Allez, entrez s'il vous plaît. Je peux rentrer? Voici ma maison. Elle est grande, votre maison. Vous allez dormir ici. Chez les Yawalapiti, tout le monde dort dans un hamac pour se protéger des serpents, des rats, des insectes. Pirakuma est une des personnes très importantes au sein de la communauté. C'est lui qui veille à la sauvegarde des traditions. Pour ses invités, il est aux petits soins. C'est bon, tu peux tester. C'est bon. Bonjour. Mon mari dort ici et moi là, à côté. Chacun dort de son côté. Elle, c'est ma petite fille. Dans cette hutte qu'il a construite de ses mains, Pirakuma a prévu tout le confort nécessaire. La télévision? Oui, la télévision qui vient de la ville. D'ailleurs, tout ça vient de la ville aussi. L'électricité est fournie par un groupe électrogène, mais seulement 2 heures par jour. Frigo, cuisinière, bonbonne à gaz. Chez les Yawalapiti, on apprécie le progrès. Et à l'entrée de la hutte, il y a même une parabole, mais pas encore de connexion Internet. Le peuple Yawalapiti est encore l'un des derniers à vivre nu, en harmonie avec la nature. Pirakuma connaît tous les secrets des plantes médicinales de la forêt. Qu'est-ce que vous faites? Je prépare des cigares pour la chamane. Ça sert à guérir les malades. Un cigare? Oui, c'est ça. Il est en train de rouler un cigare pour sa femme. Ça, c'est pas en France qu'on va trouver ça. Et sa femme, d'après ce que j'ai compris, elle est chamane. Et les plantes médicinales se trouvent dans la forêt, n'est-ce pas? Oui, dans la forêt. Mais la forêt est de plus en plus touchée par la déforestation. C'est un grand souci pour nous, car ça détruit notre médecine. Voilà notre préoccupation. Yamuni, la chamane de la communauté, n'est pas en train de nous faire un tour de magie. Regardez, je n'ai rien dans les mains et il n'y a rien ici. Elle s'apprête à soigner un bébé. D'après elle, ce caillou noir serait la maladie qu'elle aurait extraite du corps du nourrisson. Ça vient de l'enfant. Comme une sorte de venin, nous explique-t-elle. Voilà, il est guéri, il n'a plus rien. Le lendemain, c'est à mon tour d'être malade. Je suis victime d'une crise de foie. Je décide, moi aussi, de passer entre les mains de la guérisseuse. Sous l'œil vigilant de Pirakuma, son mari, Yamuni a repris son costume traditionnel. Elle est toute nue.
c'est ça la douleur? Elle vient de sortir de votre ventre. No, 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 no. C'est bon. Voilà, c'est terminé. J'ai senti quelque chose dans votre ventre, car mes mains ont la capacité de ressentir. Et j'ai enlevé le mal. Merci. De rien. Dehors, on a commencé les préparatifs pour la grande fête des morts, le Kwarup. Les femmes préparent de grandes quantités de poissons fumés. Les Yawalapiti attendent plus d'1 millier d'invités. Comment se llama? Bernardo. Nyapi. 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 Ose? Nyapi. Ose? Bernardo. ¿Me qué? Bernardo. 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 Voilà, en fait, ça fait 3-4 jours qu'ils pêchent énormément pour pouvoir recevoir des centaines de membres des tribus voisines qui vont venir participer au Kwarup qui démarre dans 48 heures, mais la première tribu arrive tout à l'heure. Donc il va falloir faire face justement à cette demande et faire en sorte d'honorer les invités. J'ai faim. Que va-t-on manger ce soir? C'est Kanato, le fils de Pirakuma, qui a décidé du menu. Âme sensible, s'abstenir. Mais elle est vivante. Oui, je vais la cuisiner vivante. Et une fois que ce sera bien cuit, on va la manger. Nous les pêchons dans le fleuve. Mais elle va beaucoup souffrir. Elle souffre? Oui, c'est comme ça. Ça doit être très douloureux. Oui, mais c'est comme ça. À la nuit tombée, une épaisse fumée attire notre attention. Des flammes se dressent au-dessus des huttes. Il arrive qu'elles prennent feu, mais ce soir, pas de panique. On va brûler tout ça pour faire de la place pour nos invités qui arrivent demain pour le Kwarup. Mais il n'y a pas de danger pour le village? Si. À présent, c'est un danger, mais demain matin, les gens qui ont mis le feu vont venir pour finir de l'éteindre. Il est à peine 5 heures du matin. Le village se réveille. Déjà, les premiers baigneurs font leur toilette dans la rivière. Nous aussi devons nous préparer, et c'est plutôt rustique. Yamuni, la guérisseuse, est levée depuis 3 heures du matin. Elle prépare le petit déjeuner, des galettes de manioc. Bonjour Yamuni. Bonjour. Je me sens beaucoup mieux. Ça va mieux? Oui, très bien, merci. De rien. Je suis vraiment plus fort maintenant. Et les fourneaux sont déjà en marche? Oui, ils sont en marche. Et ça, c'est de la farine de manioc, hein? Oui, ça sert à faire du béju, le pain de manioc. On met de l'eau, puis on passe la farine au tamis. Et ensuite, vous la mettez sur le feu? Oui, on la met comme ça. Je peux essayer? Et là, ça brûle? Ça brûle? Non, ça ne brûle pas. Ah bon? Non, non, ça ne brûle pas. Pendant ce temps, les hommes se sont réunis au centre du village. Bonjour. Voilà, ces jeunes de la tribu, rassemblés autour de leur chef Aritana, vont s'élancer dans quelques instants, en courant, en moto parfois, en barque. Ils vont rejoindre les autres tribus pour lancer les invitations officielles pour le Kwarup. Le voyage va être long pour ces jeunes guerriers. Ils vont parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Les femmes leur ont préparé de quoi prendre des forces. À la veille du Kwarup, les Yawalapiti s'adonnent à un rituel sacré. Voilà, ils accordent leur flûte avant de franchir le seuil de la porte et d'aller dans une autre case pour chasser les mauvais esprits.
Le rituel va se poursuivre des heures durant sous un soleil de plomb. Dans chaque hutte, il faut chasser les mauvais esprits et saluer les âmes des disparus. Haritana, le chef du village, a l'oreille fine. Il a décelé un problème sur une flûte désaccordée. Direction l'atelier. Ces flûtes mesurent plus de 3 mètres. Savoir les utiliser est tout un art. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'accorder pour améliorer le son. À force de jouer, le son des flûtes est de mauvaise qualité. Il faut les accorder pour avoir un son plus fort. C'est très difficile de jouer ces flûtes. Oui, c'est très difficile. Je peux essayer? Tenez. Les femmes n'ont pas le droit de jouer de cet instrument. Ici, les filles reçoivent une éducation très différente de celle des garçons. Dès l'apparition de leurs premières règles, les jeunes filles sont mises à l'écart, enfermées dans une case. Elles entrent en réclusion. Il s'agit pour la tribu de les protéger, de préserver leur virginité. À l'occasion de la fête du Kwarup, les jeunes filles sont réintégrées dans la communauté. Elles accompagnent les guerriers dans leur danse, de case en case. Voilà, et ces jeunes filles sortent de réclusion. Elles sont pubères, elles viennent d'être recluses dans ces cases pendant 6 mois, parfois 3 ans. Et elles sont prêtes à être mariées. Taka, la fille de Pirakuma, n'a pas échappé à cette règle. Elle a passé une partie de son adolescence enfermée dans une hutte pour parfaire son éducation de future épouse. Alors comment avez-vous vécu cette mise à l'écart? À l'époque, j'avais presque 12 ans. J'ai appris beaucoup de choses. Mes grands-parents m'ont beaucoup entourée. Comme j'étais l'aînée et la fille du chef, j'étais obligée de faire le rite complet. Ça veut dire interdiction de manger salé ou sucré. Je mangeais du pain de manioc sans sel, sans aucun goût. J'ai dû apprendre à scarifier la peau avec des dents de poisson. J'ai appris tout ce qui fait partie de la culture indigène pendant cette période de réclusion. Mais vous avez vécu 3 ans dans cette maison, recluse. Oui, comme ça, dans une chambre qui faisait 2 mètres sur 3. Et sans pouvoir aller nulle part. Ma grand-mère s'occupait beaucoup de moi. Son hamac était juste devant le mien et elle était attentive tout le temps. Personne ne pouvait me voir. Chez les Yawalapiti, Taka fait figure de femme libérée. Alors que la tribu pratique volontiers la polygamie, elle a refusé ce statut et a même collectionné les maris. Je me suis mariée 3 fois. 3 fois? Le premier mariage ne comptait pas, parce que c'était ma mère qui avait choisi mon mari et on n'a pas eu une vraie vie de couple. Après, je me suis remariée à 22 ans. Cette fois-ci, c'était mon choix. Mais ça n'a duré que 2 ans. Mais que s'est-il passé? On avait des cultures différentes. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester dans la hutte tout le temps, à faire du pain de manioc, à travailler, à me lever à 3 heures du matin. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas accepté. Est-ce que tu pourrais te marier avec un blanc? Je ne sais pas, mais je ne me sentirais pas heureuse en vivant loin de ma famille, une vie qui n'est pas la mienne. En plus, imagine si j'avais eu un enfant avec un blanc, l'Indien dirait que cet enfant est un blanc
Et le blanc dirait que cet enfant est indien. Alors mon enfant ne serait ni indien ni blanc. Cette question me préoccupe beaucoup. À l'autre bout du village débute un rite réservé aux guerriers les plus courageux. Ce jeune homme de 16 ans va se faire scarifier par son père à l'aide de cet instrument, des dents de poisson fichées dans une écorce de coco. Selon les Yawalapiti, cela permet de décupler la force physique. Dans 2 jours, les guerriers de chaque tribu vont s'affronter lors d'un championnat de lutte. Kanato, le fils de Pirakuma, n'échappe pas non plus à cette tradition. Et ce soir, c'est sa femme qui le scarifie. Tous les lutteurs doivent y passer? Oui, tous. Ça me gratte. Ça faisait plusieurs heures en fait qu'il savait que ça allait lui tomber dessus, qu'il fallait qu'il y passe. Et courageusement, il fait front, mais je sais qu'il a pressenti longtemps ce moment. Son père était parti dans les bois pour chercher les bonnes herbes qu'on était en train de lui administrer pour éviter l'infection. Allez, viens. Qui? Moi? Oui, c'est ton tour. Bon, ok, mais pas sur tout le corps, hein, s'il vous plaît. Non. Juste ici, sur le bras. Ok, sur le bras. Bon, on ne pourra pas dire dans cette émission, je n'ai pas payé de ma personne. Voilà, je vous jette ma chemise. Elle s'applique, hein. Elle fait ça comme si j'étais un professionnel. Et ici, un tout petit peu? Pas bon. C'est bon. Merci. Ça brûle, ça pique et ça brûle. Non, je ne suis pas Superman. Mais vous êtes jeune. Et c'est maintenant que ça fait mal. Pas au moment où elle vous griffe, mais c'est après quoi. Et maintenant, on peut lutter. On est frères de sang. C'est le début d'une fête spectaculaire, la cérémonie des morts, un hommage réservé aux personnes les plus respectées de la tribu. Les esprits des défunts vont réapparaître au sein de la communauté. Aritana, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on est en train de choisir l'emplacement où seront dressés les troncs. Il y en aura 3. Car il y a eu 3 morts pendant l'année. Oui, c'est ça. Seuls les hommes ont le droit d'aller chercher les troncs dans la forêt. Voilà, ces troncs vont être portés au centre du village, plantés à l'endroit qui leur a été réservé. Et pendant 24 heures, ils vont réincarner les disparus de l'année. Ce sont uniquement des jeunes qui portent ces troncs? Oui, mais seulement les célibataires. Pas les mariés? Non. Et ceux qui n'ont pas d'enfants? Non, car c'est dangereux. Les troncs peuvent transmettre des maladies aux nourrissons. Chaque tronc représente un disparu, ils sont 3, et ils sont enterrés sous ces troncs au centre du village. On commence à les scarifier, à les orner, à les peindre, ça va durer plusieurs heures.
Voici la famille de l'un des défunts. Ses membres apportent des objets qui appartenaient à la personne disparue. Sa coiffe, ses ceintures, des vêtements qui vont servir à orner son totem. Pendant des heures, femmes et enfants vont pleurer leur mort avant de regagner les huttes. Au coucher du soleil, les familles, accompagnées de pleureuses, regagnent le pied des totems. Elles vont y passer la nuit pour un dernier adieu. Au lever du jour, les âmes des disparus pourront enfin partir vers l'au-delà, marquant la fin du deuil pour les familles. Après l'hommage aux morts, place à la fête. Installés pour la nuit à proximité du village, les représentants de chaque tribu s'installent en cercle. Le tournoi de lutte va pouvoir commencer. Chaque guerrier a pris soin de peindre son corps aux couleurs de sa tribu. Ce n'est pas trop dur? Comment? Ce n'est pas trop difficile à peindre? Non, c'est assez simple. Il faut juste avoir un bon coup de pinceau. La peinture va durer une semaine, puis elle s'en va. Ça met une semaine à partir. Ça disparaît avec de l'eau? Non, ça part au soleil. Mais soudain, c'est l'invasion. Des journalistes, des photographes, des caméramans débarquent par dizaines. Il y a même des touristes qui se baladent en maillot de bain au milieu du village. Et dans cet hélicoptère, les ministres brésiliens de la Justice et de la Culture. Les Yawalapiti avaient lancé quelques invitations, mais ils n'avaient pas prévu un tel débarquement. Voilà, Aritana en fait feint de contrôler ce qui ne contrôle plus tout à fait, c'est-à-dire l'invasion des médias et des photographes, venus du monde entier, des Brésiliens, mais aussi d'autres pays, notamment des Français comme nous. Pardon. Bon, on n'est pas les seuls. Pour les hommes politiques de la région, il est de bon ton de s'afficher aux côtés des Indiens et donner ainsi l'illusion de prendre part à leur combat. Les Yawalapiti ont un message à faire passer. Ils dénoncent la déforestation et la construction de grands barrages. Mais l'opération de communication menace ce qu'ils voulaient précisément préserver, leur culture. La scène tourne au ridicule. Les totems sacrés sont devenus aux yeux des touristes de simples objets de décoration. Que penses-tu de ce spectacle? Que penses-tu de tout ça? Je suis très triste, car je vois plus de blancs que d'Indiens. Ce n'est pas normal. En principe, quand on fait le Kwarup, ce sont les Indiens qui sont au centre du village. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vois plus de blancs que d'Indiens. Mais que s'est-il passé cette année particulièrement? Je ne sais pas. Les Blancs sont venus par dizaines et ils sont en train de chambouler le déroulement de toute la cérémonie. Aritana doit reprendre sa place de chef. C'est lui le grand maître de cérémonie. Il va lancer le grand championnat de lutte, le Uka Uka, en quelque sorte le JO intertribal de cette région d'Amazonie. Les Yawalapiti sont les champions en titre et comptent le rester. Mais avant le début des hostilités, il y a encore un rite à accomplir. Les jeunes guerriers frappent une dernière fois le sol pour exhumer l'esprit des morts.
Après un an d'entraînement, ces jeunes guerriers sont prêts pour mener le combat de leur vie. Aritana et les chefs de chaque tribu vont jouer les arbitres. Les champions sont présentés à la foule. Chaque manche ne dure que quelques secondes. Même violents, les combats se déroulent dans le plus grand respect de l'adversaire. Les hommes affichent leur virilité et leur force sous le regard intéressé des jeunes filles. Voilà, les matchs s'enchaînent. Ce sont d'abord les champions de chaque tribu qui s'affrontent. L'objectif, c'est de déséquilibrer l'adversaire, de le mettre à terre. Ce sont des montagnes de muscles qui se percutent. Et il y a parfois des blessés. Aritana, qui a gagné le tournoi? Les Yawalapiti? Oui, les Yawalapiti. Ah bon? Oui. Bravo, félicitations. À la fin des duels entre champions, la lutte est ouverte à tous les hommes. Évidemment, il y a plusieurs catégories. Et ça commence parfois très tôt. On va retrouver notre hôte, Pirakuma. Pirakuma, quelle est la signification de cette lutte? Cette lutte symbolise la fin des célébrations. Et c'est une lutte entre frères. Oui. C'est un combat entre frères. Il n'y a pas d'embrouille. C'est du sport. C'est un échange de force qui permet de sentir la puissance de son adversaire. Mais notre conversation va être brutalement interrompue. Pour éviter que je prenne moi aussi un mauvais coup, c'est sans ménagement que l'on m'écarte du ring. Après les combats, la foule retrouve son calme. C'est à présent aux jeunes filles de sortir officiellement de réclusion. Certaines sont restées enfermées pendant 3 ans et elles n'ont jamais vu le soleil. Leur peau est blanche, leur silhouette affiche quelques rondeurs car elles n'ont pas fait d'exercice. Une frange épaisse leur barre le visage, une mèche qui va être coupée d'un moment à l'autre. Voilà, ces jeunes filles vierges sont présentées aux membres des autres tribus, car ici, dans le Hokshingu, on encourage les mariages intertribaux. Dans chaque tribu, elles apportent des offrandes. Fruits, poissons, galettes de manioc. Faut-il se couper du monde pour mieux préserver ses traditions, sa culture? À cette question, les Yawalapiti ont répondu par la négative. Ils font le pari, bien au contraire, que l'attrait de leur cérémonie religieuse va convaincre l'homme blanc, comme il l'appelle ici, de les aider à préserver ce patrimoine. Mais c'est un pari risqué, car la pression médiatique notamment, mais aussi la récupération politique, peut faire que ces cérémonies à terme ne deviennent que de simples folklore, des spectacles sans âme. La cérémonie à peine terminée, les touristes et les photographes quittent le village. Les invités retournent dans les tribus voisines jusqu'à l'année prochaine. Le village retrouve enfin son calme. Il est temps pour moi de faire mes adieux à Aritana et les siens. Taka, la femme affranchie, quitte sa famille pour retourner en ville. Bernard, mets mes bagages sur le camion.
Ah, ça y est, j'ai été mise au pas par une femme Yawadi. Merci beaucoup pour la guérison, je me sens très bien maintenant. Bon voyage. Ciao, ciao. Ciao, porte-toi bien. Les communautés que nous avons explorées ce soir nous interrogent sur le monde que nous voulons. Une terre égale, uniforme et du coup plus paisible, ou un monde fait de diversité, de particularisme, mais également plus agité. Cette émission a été réalisée par Jérôme Burin-Desrosiers avec Martine Fossati, Mathieu Crescio, Philippe Casanova et Jean-Pierre Dutilleux. Production Ligne de Front, Widad Baous et Caroline Antonioni. Rédaction en chef d'Enquête exclusive, Maud Brunel et Jean-Marie Tricot. Bonne soirée sur M6.